Una mattina sono alzato, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, ho trovato l'invaso. Partigiano, partigiano, dammi via, bella ciao, 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 ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio, partigiano, bella ciao, 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 ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Ok, voilà, c'est bon, les trois coups ont été donnés. Donc je disais merci pour cette invitation et merci aussi d'avoir mis cette question du médicament dans les questions à traiter quand on parle des questions de santé. À traiter quand on parle aussi des questions de protection sociale, parce que aujourd'hui on ne peut pas imaginer un système de santé qui ne s'appuie pas sur une stratégie et une politique du médicament. Politique du médicament qui d'ailleurs, on le voit, est à la fois dans le domaine du curatif, on a bien sûr tous conscience, mais aussi dans le domaine du préventif. Ces derniers temps, avec le débat autour de la vaccination, est un sujet particulièrement, qui a été particulièrement brûlant ces derniers temps, et sur lequel très probablement nous reviendrons aussi ensemble. Mais médicament, c'est donc à la fois une dimension économique évidente, parce qu'elle représente aujourd'hui près de 33,5 milliards dans ce qui sont les dépenses de soins de ville, ce qui représente près de 18% du budget de consommation de ce qu'on appelle la consommation de soins et de biens médicaux. C'est un budget qui est en perpétuelle augmentation, qui vient de différentes dimensions, qui est à la fois en augmentation parce qu'il y a, avec le vieillissement et l'augmentation de l'espérance de vie, un usage de plus en plus important du médicament, mais il y a aussi le fait qu'il y a une aggravation et une augmentation des maladies chroniques qui poussent à des médicaments, et notamment, on en reparlera aussi, des médicaments qui sont relativement chers. Et ça, c'est une autre dimension. La troisième dimension, la première étant donc une dimension de santé publique, c'est-à-dire de répondre aux besoins de population, la deuxième étant économique. La troisième dimension est une dimension qui est à caractère scientifique. Là, on ne peut pas imaginer aujourd'hui un secteur de médicaments qui ne soit pas un secteur qui soit basé sur de la recherche. Une recherche qui est inclue d'ailleurs dans tout un trajet du médicament et qui se retrouve à la source de la formation du médicament. Et aujourd'hui, cette question de la recherche pose énormément de problèmes, parce qu'elle est quasiment, pour l'essentiel, entre les mains du secteur privé, et qu'elle pose une autre question, et qui pose le quatrième point, qui est une question éthique, c'est-à-dire à qui appartient finalement le médicament, à qui appartient cette recherche. Et ça, c'est un problème qui est fondamental, parce qu'il fait de cette question la question de la, de la capacité que l'on a les uns et les autres, en France et au plan international, d'accès aux médicaments. À partir du moment où on considère qu'un médicament a été, entre guillemets, inventé par un laboratoire, que cet laboratoire en est propriétaire, il va sans dire que ce laboratoire, naturellement, a droit, entre guillemets, de vie et de mort sur un médicament. Ça veut dire quoi, de vie et de mort? Ça peut dire, et là on rejoint aussi le domaine de l'éthique, ça veut dire qu'on peut très bien abandonner une recherche
même si elle est fructueuse, même si on a trouvé que ce médicament est efficace contre telle ou telle maladie dans telle ou telle partie reculée du monde, si ces gens, en quelque sorte, ne sont pas solvables, s'ils ne peuvent pas payer le médicament à la hauteur de ce qu'attendent ceux qui l'ont mis en place, on se retrouve dans une situation où ce médicament n'est pas fabriqué, ou en tout cas pour le moins, il n'est pas diffusé. Ce qui pose de sacrés problèmes aujourd'hui. Et on est devant aussi une très grande disparité internationale. Et ça, c'est une autre dimension que l'on a et qui couvre, si je puis dire, l'ensemble. C'est qu'aujourd'hui, il y a finalement très peu d'entreprises pharmaceutiques. C'est à peu près, il y a 4 ou 5 grands trusts qui se partagent le médicament, sa production dans le monde. Et qu'aujourd'hui, il y a une pression qui est faite sur les États, qui est très forte et qui fait en sorte qu'on ne calcule plus le prix du médicament comme on le calculait à une certaine époque. Ce qui nous amène à avoir des médicaments comme par exemple il y a eu le fameux scandale, enfin en tout cas un des médicaments qui a fait scandale, qui était un médicament, qui est toujours un médicament très efficace d'ailleurs sur l'hépatite, et l'hépatite C en l'occurrence, et ce médicament efficace contre l'hépatite C a été souhaité à la vente en France autour d'une 48 000, 50 000 euros pour le traitement d'une boîte, vous imaginez, enfin une boîte d'un certain nombre de séances. Ce coût faramineux, il est résultat non pas de son coût réel de fabrication et même de recherche, puisque en fait ce qui s'est passé, c'est que c'est une petite start-up américaine qui l'a conçu, et la start-up l'a vendu au niveau de 11 milliards, je crois, à l'époque, à un très grand laboratoire qui a décidé en très peu de temps de retrouver son argent et dans le même temps de faire très vite d'ailleurs de faire le double de ce qu'il avait mis au départ. Mais le problème, c'est qu'on est devant aujourd'hui un ensemble de nouveaux médicaments qui vont bientôt se mettre en chantier. On estime à peu près à 200 médicaments qui devraient être mis dans les 10 années à venir sur le marché, sur cette logique-là. C'est-à-dire une logique qui mesure l'espérance de vie gagnée et non pas le coût réel. Pour revenir toujours aux médicaments de l'hépatite C dont je parlais tout à l'heure, sa fabrication en Égypte est autour de 100, 120, 130 euros. Vous imaginez le coût. On le vend déjà en Égypte autour de 860, 870 euros. Nous, on est autour de 50 000. Alors, on a réussi à le faire baisser. À l'époque, Touraine était très content de pouvoir dire je l'ai ramené à 41 000 euros. Mais enfin, vous voyez que le fossé est encore énorme. En Inde, il est autour de 90 euros en termes de coût. Alors, je ne dis pas c'est juste, pas juste, parce que je ne connais pas les modalités de fabrication dans ces pays-là, mais c'est pour dire qu'à un moment donné, nous n'avons aucun rapport. Aujourd'hui, la conception qui existe en termes de mise sur le marché d'un médicament est différente d'un pays à un autre. C'est à la fois le niveau de vie de la population, l'espérance de vie gagnée à travers le médicament, qui va évaluer le coût qui va être soumis soit aux États, soit mis dans la vente d'un pays. Ça, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème parce que dans un pays comme le nôtre, où la sécurité sociale paye le médicament, on est devant une situation où nous devenons, nous, les vaches à lait, en quelque sorte, d'entreprises, de grands trusts pharmaceutiques qui se font de l'argent sur la base de la solvabilité française. C'est-à-dire que puisque nous avons une sécurité sociale qui peut se permettre de payer un certain niveau, avec un certain niveau de vie de la population, et que l'on va faire gagner 10, 20 ans, 30 ans grâce à ce médicament, on calcule ce coût et le coût d'un individu finalement. On dit un individu vaut tant à l'année, et on multiplie par le nombre d'années d'espérer gagner, et on fait un prix moyen d'un médicament. On est dans on marche sur la tête. On marche sur la tête,
Et c'est cette problématique-là qui est aujourd'hui au cœur de notre société, ceci d'autant que nous sommes aussi dans une période où le médicament se révolutionne aussi en tant que tel. C'est-à-dire que nous ne sommes plus seulement dans la fabrication de molécules, nous sommes dans ce qu'on appelle la biogénétique, la bioéthique, tout ce qui permet de concevoir des médicaments sur la base du génome, sur la base de la génétique, et non plus seulement sur une base médicamenteuse de molécules que l'on va fabriquer ou que l'on va trouver. Et cela demande effectivement de plus en plus de recherches, et ces recherches sont aujourd'hui confisquées par les laboratoires. Ces mêmes laboratoires qui, néanmoins, dans un pays comme le nôtre, profitent non seulement de cet argent qui leur est donné par notre sécurité sociale, par nous-mêmes, mais en même temps essayent d'obtenir et obtient des sommes qui sont de plus en plus importantes en termes de crédit recherche, puisque le crédit d'impôt qui a doublé entre 2008 et 2015 pour la Sanofi. Il est passé de 70 millions à 150 millions, alors que dans le même temps, la Sanofi a licencié, a fermé plus de 5000 emplois, dont des services de recherche, alors que c'est l'argent qui avait été donné pour des crédits recherche des entreprises. On est donc devant une situation où non seulement notre pays, en quelque sorte, subventionne ces multinationales, mais c'est des multinationales qui font des dividendes énormes, puisque ce qu'a obtenu comme dividende la Sanofi est autour de 8 milliards. C'est un des trois groupes les plus importants aujourd'hui en termes de reversement de dividendes auprès de ses actionnaires. C'est un des secteurs qui est le mieux coté en bourse. C'est un des secteurs qui est forcément en progression pour deux raisons. D'abord parce que c'est un public captif, on a besoin du médicament, et d'autre part c'est un produit qui est en progression, comme je le disais tout à l'heure. Et une progression qui se fait sur deux tableaux. Le tableau, je dirais, classique des officines, mais vous le savez, de plus en plus, nous sommes en situation où la liberté d'acheter des médicaments, si je puis dire, sans contrôle, puisque en libre service, que ce soit dans les officines ou sur Internet, est en pleine expansion. Dans une démarche où il est reconnu de plus en plus que pratiquement la moitié de ces médicaments qui sont mis sur le marché sont des médicaments qui sont non seulement, je dirais, peu efficaces, mais en plus totalement inutiles et qui peuvent être même des fois négatifs pour les gens. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, notre problématique, elle est dans le cadre d'une construction d'une sécurité sociale telle que nous la souhaitons, c'est-à-dire d'un 100% santé sécu, à se poser la question de quelle est la place du médicament dans notre stratégie. Parce que si c'est faire 100% sécu pour payer à 100% des médicaments à 40-50 000 euros, ou bien permettre effectivement de payer des médicaments qui n'ont pas vraiment le statut de médicaments, ça nous semble être une situation qui ne pourrait pas être conforme avec la conception qu'on peut avoir, nous, de ce que doit être une stratégie et une politique du médicament. Donc nous ne sommes pas dans une logique laxiste en la matière, au contraire, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut des mesures de régulation, il faut faire en sorte que le médicament soit mieux contrôlé par le public et que le secteur de production soit mieux aussi contrôlé par les travailleurs et par les usagers. Ce qui nous amène à une idée première, c'est que le plus important aujourd'hui, c'est de faire comprendre à la population qu'il faut sortir le médicament du marché. Le médicament ne peut pas être un bien comme les autres. À l'échelle et à l'exemple de tout le restant du domaine de la santé,
mais je dirais qu'encore plus, parce qu'aujourd'hui, il est vécu et il est véhiculé comme un produit qui se vend et qui s'achète, et qui est donc être dans une logique de marché, et non pas dans une logique de répondre à des besoins essentiels de la population en matière de santé. Et ça, c'est fondamentalement ce qui nous différencie, je dirais, de l'ensemble des autres forces politiques, je dirais social-démocrates et bien sûr de droite. C'est cette idée que le médicament ne peut pas continuer à rester entre les mains ou à rester entre les mains du patronat. Il ne doit pas être sur la coupe des marchés financiers. Il doit sortir de cette logique-là pour rentrer dans une logique de bien commun, une logique qui nous permet aux uns et aux autres de le contrôler. Et cette logique-là, elle repose sur une autre idée qui est très simple finalement, au bout du compte, et c'est sur laquelle nous exprimons, c'est-à-dire que ce que nous souhaitons, c'est que tous les médicaments soient remboursés à 100%. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on dit qu'un médicament n'est remboursé à 100% que si c'est un médicament. Ce qui veut dire qu'en clair, nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des médicaments à 15, 20, 30, 65%. Ça n'a pas de sens. Ou un médicament est un médicament, et à ce moment-là, il doit être remboursé à 100%, ou un médicament n'est pas un médicament, c'est ce qu'on veut, importe peu ce que l'on l'appellera, mais en tout cas, il n'est pas considéré comme faisant partie de l'arsenal thérapeutique des médicaux, quels qu'ils soient, et donc à ce moment-là, il n'a plus de raison, puisqu'il n'est pas un médicament, n'a pas de raison d'être remboursé par la sécurité sociale. Voilà. Ça, cette logique-là, elle est très importante, et elle nous ramène à une autre logique contre laquelle nous battons, c'est la logique des génériques. Nous ne sommes pas, au PCF, favorables aux génériques. Il nous semble que la notion de générique est une notion trompeuse, non seulement trompeuse, mais en plus qui est un marché que s'est ouvert secondairement pour une autre vie, en quelque sorte, des molécules existantes par les laboratoires, sous une forme ou sous une autre. Nous pensons qu'un médicament, si c'est un médicament, donc je reviens toujours à cette idée-là, il doit avoir une certaine durée de vie, et tant qu'il a une durée de vie, son prix doit être dégressif au fur et à mesure de son temps. Cette dégressivité sur la même marque et sur la même molécule et le même conditionnement, puisque l'on sait qu'un médicament n'est pas seulement efficace par sa molécule princeps, celle qui va effectivement être sur la boîte que vous avez de générique, en quelque sorte, vous avez une molécule, mais ce que vous n'avez pas dans la boîte de générique, enfin sur inscrit sur la boîte de générique, c'est tous les adjuvants, tout ce qui permet de conditionner et d'accompagner la molécule princeps. Or, ça peut changer d'un générique à un autre. Et l'histoire du lévothyrox, dont vous avez sûrement entendu parler par rapport à la thyroïde, est un des exemples qui montre que quand on change un médicament sur des objectifs qui étaient des objectifs qui pouvaient être à la limite, pourquoi pas, positifs, c'est-à-dire on demande à des génériques et donc de revoir un produit qui était très haut de prix et de le revoir à la baisse dans la mesure où c'était possible, on se retrouve avec un produit qui n'a eu aucun contrôle, qui n'a pas fait l'objet suffisamment de recul pour s'apercevoir que finalement les adjuvants qui se mettaient autour de ce produit étaient des adjuvants qui nous posaient de sacrés problèmes, puisqu'il a non seulement causé des difficultés à un bon nombre de familles, mais voire des décès. Donc on a eu là une démonstration qui pour nous est une démonstration claire de notre politique, qui est de dire que nous ne voulons pas de génériques qui sont aujourd'hui des tripatouillages de molécules, qui sont des tripatouillages et qui en même temps induisent et mettent les gens en difficulté. Moi, par exemple, j'utilise un médicament dont on me donne souvent un générique, et ce médicament-là, un coup je l'ai en gélule, un coup je l'ai en comprimé, un coup je l'ai rose, un coup je l'ai jaune, un coup je l'ai dans une boîte qui est comme ça, d'un coup j'ai une boîte qui est comme ça. On ne sait pas pourquoi, mais dans tous les cas de figure, on m'assure que c'est le même produit. Moi, j'en suis pas persuadé au regard de l'efficacité que je ressens personnellement
en fonction du type de produit que l'on me donne, alors que, de fait, c'est vrai que la molécule princeps c'est la même, dans les mêmes dosages, dans les mêmes conditions. Je crois que cette problématique du générique est une problématique qui est importante. Pourquoi? Parce que on a utilisé cette idée de générique pour faire baisser, soi-disant, les prix et pour faire baisser la pression sur la sécurité sociale. Or, en réalité, il n'en est rien. De plus en plus, les génériques sont des fois au même coût que le produit d'origine, ou voire même des fois plus cher que le produit d'origine. Or, nous sommes arrivés aujourd'hui dans les pharmacies à près de 80% de substitution de la molécule d'origine, enfin du produit plutôt d'origine, la molécule est toujours la même, du produit d'origine au générique. C'est une énorme évolution qui finalement, certes, a dû aboutir et a abouti effectivement à des réductions de coûts pour la sécurité sociale en termes de médicaments, mais elle n'a pas réduit les profits des entreprises, puisque dans le même temps, nous avons eu, ce que je disais tout à l'heure, un afflux de nouveaux médicaments conçus et travaillés en termes de prix dans des conditions qui sont différentes de celles du passé, c'est-à-dire non plus sur le coût de production auquel on rajoute la recherche, éventuellement le coût de marketing, de diffusion, etc. On y rajoute quelque chose qui est totalement abstrait, qui est totalement subjectif, arbitraire, qui est de savoir ce que peut apporter à l'espérance de vie et en fonction d'un produit. Alors, cette question des adjuvants et cette question finalement de la transparence du médicament est une question aussi fondamentale qui est posée dans notre société. Nous avons aujourd'hui un vrai problème de démocratie. Il n'est pas propre au secteur du médicament. On le sait, avec les ARS, on ne peut pas dire qu'on a eu le summum de la démocratie, puisque maintenant tout passe entre les mains d'un genre de préfet de la santé qui a tout pouvoir. Et on sait de plus en plus qu'on a retiré aux collectivités, aux maires notamment, aux élus, mais aussi aux syndicats, etc., le droit de regard que ce soit les hôpitaux, que ce soit d'une manière générale, sur l'évolution de leur territoire de santé. Cela est vrai aussi dans le domaine du médicament. Il y a aujourd'hui un problème de fond, et ce problème de fond s'appelle notamment la question de l'expertise et des conflits d'intérêts. Il y a un véritable problème quand on a une ministre qui, lorsqu'elle a été nommée à la Haute Autorité de Santé, à un moment donné, avait déclaré elle-même, et elle a mis en application, le fait qu'elle ne sentait pas qu'il y avait un problème de pouvoir toucher de l'argent d'une entreprise pour faire telle ou telle expertise et d'être dans une place scientifique qui lui demande une certaine indépendance d'esprit vis-à-vis des laboratoires, etc. Quand un ministre, enfin à l'époque elle ne l'était pas, mais elle n'a pas renié cette déclaration depuis qu'elle est devenue ministre, se permet ce genre de déclaration, on voit bien que des affaires comme celle du Mediator sont encore possibles aujourd'hui et sont encore du domaine du possible, parce que nous n'avons pas aujourd'hui un collectif d'experts, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité du médicament est dépendante d'experts qui sont des experts qui, pour l'essentiel, pour une grande partie d'entre eux, travaillent dans le secteur du privé. Et donc qui sont à la fois les conseillers, et en même temps sont payés par les mêmes qui doivent éventuellement dire la vérité sur les produits en question. Cette absence d'un corps d'experts indépendants qui seraient en quelque sorte financés, même s'il faut, à un haut niveau pour effectivement compenser ce qu'ils n'auraient pas peut-être éventuellement, mais dans une logique quand même qui serait suffisamment raisonnable et éthique, permet aujourd'hui toutes les dérives potentielles. Et le cas des vaccins est un cas de ce point de vue-là aussi assez exemplaire. En fait, soyons clairs, et pour qu'il n'y ait pas de faux débat entre nous, le PCF est fondamentalement favorable à la vaccination et n'a aucun problème sur les questions de vaccination qui part de campagne de santé publique et qui répond à des besoins de santé publique. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, ce qui nous pose problème, ce n'est pas
le vaccin en lui-même, c'est la manière dont on utilise cette logique-là à des fins à la fois financières et sans contrôle. Le fait d'être passé de 3 vaccins à 11 vaccins sans avoir de légitimité forte sur ces 11 en question, et sans laisser une part de liberté finalement à celles et ceux qui, sur tel ou tel, pourraient penser qu'il y aurait des possibilités d'avoir un positionnement différent. Autant sur un certain nombre d'entre eux, on peut dire 3, 4, 5, il y a un vrai intérêt de santé publique, autant sur d'autres, il y a des questionnements que l'on pourrait avoir et dans lequel il n'y a pas de débat public. Il n'y a eu aucun débat public. On a déclaré, selon la haute autorité des pouvoirs médicaux, puisque bon, c'est vrai qu'il y a eu un nombre relativement important de médecins qui, y compris dans le rang, médecins communistes, qui ont apporté leur soutien à cette logique-là, sur une base de santé publique, mais sur lequel nous, et notamment nos parlementaires, on se pose un certain nombre de questions quand on voit qu'aujourd'hui, la part de la vente des vaccins dans les entreprises pharmaceutiques, et notamment la Sanofi, puisqu'ils sont que 3 ou 4 à fabriquer des vaccins dans le monde, cette part est en train de tripler de chiffre d'affaires. Le scandale, rappelez-vous, du vaccin H1N1 qui a été acheté dans des quantités astronomiques, finalement qui n'a pas été utilisé par quasiment 90% de la population, et qui, au bout du compte, n'a pas apporté de catastrophe de santé publique. Et je crois que ça a été, d'ailleurs, un des éléments qui a alimenté cette logique ou cette dimension anti-vaccinale qui s'est un petit peu propagée. Mais nous, ce qui nous semble le plus catastrophique, c'est au-delà de cette idée qu'il y a, de cette absence de transparence et d'absence de démocratie, c'est le fait que les moyens pour la recherche ne sont pas mis au niveau où elles devraient être. Une des choses qui est reprochée notamment à ce vaccin-là, c'est l'introduction d'éléments aluminiques au sein de la composition, non pas du vaccin lui-même, mais de ce qui lui permet d'être véhiculé, de prendre son efficacité dans son parcours à l'intérieur de notre corps. Ces adjuvants donc, aluminiques posent effectivement des problèmes. Ils ont réussi les chercheurs, notamment ceux du Mont d'Or, ont réussi, notamment Romain Guirardi, ont réussi à montrer, et Laurence Cohen, la sénatrice, a fait un colloque il n'y a pas longtemps, c'était il y a à peu près un mois et demi, sur cette question des vaccins, avec des chercheurs internationaux, qui ont montré qu'effectivement, il y avait des doutes sérieux sur ce positionnement. Et les études qui ont été faites, y compris indépendantes, et même l'Agence nationale de santé publique, qui a d'ailleurs, après bataille de Laurence au sein de cette instance, puisqu'elle en fait partie, des membres du conseil d'administration, a obtenu des crédits il y a 3 ans, et donc cette recherche-là, aujourd'hui, a eu ses premières publications. Elle a été démontrée comme étant des publications fiables. Donc c'est bien de la recherche de haut niveau, qui démontre qu'il y a effectivement un risque potentiel sur, on va dire, à peu près 3 à 5% de la population, alors on va dire c'est peu, mais c'est con qu'on en fait partie, d'avoir effectivement des maladies des neurones et ces myélocytes qui peuvent entraîner des situations dramatiques, d'où l'association qui s'est créée à 3M là-dessus et qui se bat et qui essaie de financer. Donc je crois que notre vraie difficulté, quand on parle de politique de médicaments, est à la fois un problème qui vient du fait que pour les gens, bien sûr, ils se sentent un petit peu dépossédés, quelque part scientifiquement, sur un plan du contenu. Tout le monde n'est pas pharmacien et tout le monde ne connaît pas bien le secret, je dirais, des molécules, de l'usage de ces molécules et de leur pertinence. Mais je crois que nous, ce
sur ce sur quoi nous devons nous battre et intervenir, c'est sur un certain nombre de dimensions qui permettent de repositionner non pas le médicament dans sa nature scientifique, mais dans sa nature sociétale, dans sa nature de ce qu'il est et ce qu'il doit être dans une société comme la nôtre. Et de ce point de vue-là, la proposition que nous faisons d'un pôle public du médicament est une dimension qui mérite d'être débattue, en tout cas que nous souhaitons faire débattre dans notre pays. Un pôle public du médicament qui permettrait un certain nombre de choses qui nous paraissent importantes à faire connaître. D'abord, ce pôle public du médicament, nous le concevons par la création d'une structure qui est donc publique et qui est indépendante et qui permettrait, de ce point de vue-là, comme je l'ai dit, de sortir le médicament du marché et de le mettre entre les mains des travailleurs, entre les mains des élus, des parlementaires, de le mettre entre les mains des syndicats et entre les mains des chercheurs du secteur public. Il nous semble que ce pôle public du médicament est un pôle public qui devrait nous permettre de repenser le rôle et la place de l'industrie pharmaceutique et en amont, bien entendu, de la recherche. Il existe aujourd'hui, il faut le savoir, des clauses qui permettent de faire en sorte qu'un médicament puisse être, produit sans passer par l'industrie pharmaceutique. C'est ce qu'on appelle la licence d'office. Alors, je dis ça parce que quand nous sommes trouvés dans la situation où le vaccin de 3, rubéole, rougeole, diphtérie, coqueluche, je n'ai plus les 3, mais ces 3-là, sont retrouvés en situation de ne plus être rupture de stock, plus être présent dans les pharmacies, de plus pouvoir alimenter nos PMI ou nos centres de santé, enfin, tous les secteurs où on pourrait faire des vaccinations, de la vaccination. On nous a sorti déjà un premier vaccin qui est composé de 6, 7, 8 et pour aujourd'hui arriver à 11. Or, l'argument qui avait été évoqué par la ministre quand Laurence l'a interpellé au Sénat en lui disant « mais que oui, Madame la ministre, de la sortie de ce vaccin, c'est pas normal que nous soyons en rupture de stock », parce que c'était en rupture de stock en France, mais ce n'était pas en rupture de stock internationale. Et puisque, de toutes les manières, si nous sommes réellement devant des entreprises qui, sur le marché, sont incapables de répondre aux besoins de la population, utilisons, alors c'est l'article L6, je ne le connais pas par cœur, donc L613-16 du Code de la propriété industrielle, qu'on appelle licence d'office. Alors c'est quoi la licence d'office? C'est l'autorisation donnée à un pays, et à vous dire que ce n'est pas une autorisation qui est propre à la France, puisque la licence d'office a déjà été utilisée par exemple par les Américains, dans des conditions très précises de pression qu'avait fait à l'époque, je ne sais plus quel président de la République, le président des États-Unis, face à une entreprise américaine je ne sais plus quelle, qui refusait justement de sortir un produit. Et ce président-là avait dit à l'époque, eh ben moi je mets en place la licence d'office. Par exemple, sur les questions du sida, à plusieurs reprises, que ce soit le Brésil ou que ce soit d'ailleurs l'Inde ou l'Afrique du Sud, ont utilisé, entre guillemets, cette clause pour fabriquer leur propre générique à partir des mêmes molécules princesses, puisque ces molécules sont connues et peuvent être fabriquées par quiconque. La réponse de la ministre a été de dire non, nous ne pouvons pas parce que nous n'avons pas de lieu de fabrication publique en France. Ce qui est vrai et faux. C'est vrai parce que nous n'avons plus aucune industrie nationalisée, donc nous n'avons plus aucune industrie en France qui permettrait de dire, enfin, à quel l'État peut donner l'injonction de fabriquer un produit. Par contre, ce que nous avons, et ça, peu de gens le savent, c'est dans nos hôpitaux, et notamment nos assistances publiques, je pense à l'assistance publique de Paris en particulier, un secteur pharmaceutique qui fabrique ses propres médicaments. Donc, il y a aujourd'hui un secteur au sein du secteur public
et notamment donc au niveau des hôpitaux, qui fabriquent un médicament, et ce médicament-là, s'il peut être fabriqué pour, bien sûr, et il ne peut pas être vendu à l'extérieur de la PHP, hein, il ne peut être utilisé qu'à l'intérieur de la PHP pour... alors, ça avait été voulu à l'époque pour des médicaments qui n'étaient pas forcément mis encore sur le marché, mais qui avaient une sorte d'autorisation de recherche qui permettait de faire des médications dans un cadre contrôlé par les médecins. Et donc, on avait la possibilité de faire, et on a toujours la possibilité de faire fabriquer. Aujourd'hui, c'est près de 300 ou 400 personnes qui travaillent à la PHP dans ce secteur pharmaceutique de la PHP. Assistance publique hôpitaux de Paris. Hein, et donc, il y a là, mais c'est vrai aussi à l'assistance publique de Marseille, par exemple, ou celle de Lyon, il y a des secteurs comme ça qui ont été permis par la loi. Et donc, Laurence a dit, mais qu'à cela ne tienne, faites fabriquer par ces secteurs-là. Alors, la ministre a balayé du main en disant qu'ils n'en avaient pas la capacité et que ce n'était pas leur fonction, ce qui n'est pas tout à fait faux non plus, pour revenir à sa logique qui était de s'adapter finalement aux diktats et aux desiderata des entreprises pharmaceutiques. Donc, le pôle public du médicament, c'est un pôle d'abord de démocratie et de contrôle par le peuple des médicaments, de manière à le sortir du marché et à faire en sorte qu'il soit produit, non pas obligatoirement, nous ne sommes pas sur la logique obligatoire d'avoir des entreprises nationalisées. Le débat existe, il peut se poursuivre. Nous sommes plutôt dans des entreprises qui seraient socialisées. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est-à-dire que ce sont des entreprises où la production, l'ensemble du processus de fabrication de la recherche à sa distribution serait contrôlé par les travailleurs, serait fait dans un cadre, oui, mais où obligatoirement il n'y aurait pas, si je puis dire, possession par l'État de l'entreprise elle-même. Donc ça pourrait être les travailleurs qui peuvent avoir eux-mêmes leur entreprise dans le cadre entre guillemets d'économie sociale et solidaire, mais ça peut être aussi des entreprises privées dans lesquelles on imposerait un certain nombre de règles de contrôle, de gestion. Et le débat existe, et en tout cas, nous, on ne l'élude pas. Ce qui est sûr, c'est que nous avons besoin aujourd'hui d'un pôle de médicaments qui nous permettent à la fois d'avoir un pôle de recherche. Et ce pôle de recherche, il peut, nous semble-t-il aujourd'hui, reposer sur des choses qui existent. On pense par exemple, si on met en commun, plutôt que de les avoir disséminés, la recherche qui se fait au CNRS, la recherche qui se fait à l'INSERM, les recherches qui se font dans les hôpitaux dont je parlais tout à l'heure et dans d'autres structures qui ont un caractère public, nous aurions déjà une base de public de recherche qui permettrait aujourd'hui non seulement de faire de la recherche fondamentale qui est pillée ou achetée à moindre coût, si je puis dire, par les entreprises pharmaceutiques qui après elles le développent pour en faire des brevets, mais pour avoir au contraire un pôle de recherche qui permettrait dans la foulée d'avoir une logique de production qui viendrait derrière et qui serait sous contrôle elle aussi. Donc un secteur de recherche publique, un secteur de production publique et avec cela la possibilité d'avoir un contrôle. Nous avons évoqué, nous, l'idée de mettre en place un Conseil national du médicament. Un Conseil national du médicament qui permettrait d'associer en son sein les représentants, bien sûr, de l'État, ça va sans dire, mais de la sécurité sociale, car ça reste le secteur financeur premier, en tout cas dans l'esprit qui est le nôtre, mais aussi les professionnels du secteur, les syndicats, les professionnels de la recherche, du développement de cette recherche, de la production, de la distribution, des usagers, leurs représentants, des élus nationaux et des collectivités territoriales sous forme de plusieurs collèges. L'idée, c'est que ce Conseil national de médicaments pourrait à la fois lancer des études dans une situation telle que nous l'avons vécue sur un certain nombre de points, auditionner,
regrouper des instances déjà existantes comme l'Agence nationale de sécurité de médicaments et d'autres, celle qui par exemple définit les prix de la sécurité sociale, hein, qui sont une autre agence, qui permettent surtout de donner, en regroupant et en se donnant ces moyens-là, donner à l'État et à la sécurité sociale, à la nation, des avis prescriptifs sur l'usage et le bon usage d'un médicament en amont, mais aussi des études et pouvoir après valider en aval de la sortie de médicaments. Cette idée de Conseil national, nous pensons qu'elle ne peut pas se faire que si elle n'est que nationale. Le problème aujourd'hui, c'est que de plus en plus, ce n'est plus l'Agence nationale de sécurité du médicament qui décide du sort d'un médicament, mais l'Agence européenne du médicament qui a primauté sur le national. Et ça, c'est depuis peu, c'est depuis un an et demi, où l'Europe s'est dotée d'une agence européenne qui, à travers les directives européennes et les décisions qui ont été prises au niveau du Conseil européen et du Parlement européen, s'est dotée de toutes les prérogatives des États. Elle ne concède aux États que, finalement, ce qu'elle n'a pas pris comme décision définitive ou décisions qui sont soumises à une certaine liberté des États. Et là, on retombe sur les agences nationales. Cette idée qu'il y ait besoin d'un conseil national rejoint cette autre, donc qui ne serait pas seulement un conseil national, mais un conseil aussi européen, rejoint cette idée que nous ne pouvons pas avoir un pôle public du médicament qui soit qu'un pôle public du médicament national. Nous ne pouvons pas aujourd'hui réfléchir aux médicaments à travers un seul pays. Ça n'aurait aucun sens. Les productions, on le voit bien, de médicaments ont un niveau mondial et pour le moins, en tout cas, les grandes entreprises, les grands trusts pharmaceutiques sont des grands trusts continentaux, que ce soit européens, américains ou indiens ou d'Afrique du Sud. C'est quasiment des continents entiers qui forment des pôles. Et encore, grosso modo, je vous disais, on est à 3-4 grands pôles internationaux, dont la Sanofi, qui d'ailleurs est la capitale, en théorie, qui était capital français à l'origine. Hein, c'est Ron Poulain qui était nationalisé et qui a échoué entre guillemets dans ses missions, puisque même les travailleurs eux-mêmes étaient très critiques sur la gestion de Ron Poulain, et qui a été reprivatisé dans les années 90, puisque c'était du temps de François Mitterrand, les premières années de François Mitterrand dans le programme des nationalisations, qui a eu une nationalisation de Roussel-Duclaf, Ron Poulain, etc., etc. Donc on est revenu à la Sanofi. Les travailleurs de l'industrie pharmaceutique, d'ailleurs d'une manière générale, forts de cette mauvaise, de ce vécu qu'ils ont eu et qui n'est pas si vieux que ça, sont très dubitatifs sur le fait de transformer une entreprise en entreprise nationale. Alors pourquoi ils sont dubitatifs? Parce que qui dit l'entreprise nationale dit naturellement gestion par l'État. Et l'idée, c'est que c'est la gestion, et c'est pour ça qu'on parle de socialiser, la gestion ne doit pas être que par l'État. La gestion d'une entreprise qui est un bien commun comme le médicament doit être d'abord par la Sécu, parce que c'est la Sécu qui est le grand payeur, mais il doit être aussi par les personnels, qu'ils soient chercheurs, production ou distributeurs. Il doit être aussi par les usagers, les citoyens et les citoyennes, et par les élus locaux dans lesquels souvent elles sont implantées ces entreprises et les cohérences qu'il peut y avoir. C'est bien sûr aussi les parlementaires, à l'échelle donc du pays. Mais comme je disais, l'échelle du pays, oui, mais l'échelle aussi européenne. Et pour aller plus loin, il nous semble que le chapeautage de ces pôles publics qui pourraient être continentaux en quelque sorte, pourrait être chapeauté par l'ONU, à qui il faudrait redéfinir mieux les missions. Là, en théorie, en partie, cette mission-là, l'ONU, mais naturellement, on lui a retiré tout son potentiel d'intervention et pour laisser tout pouvoir, comme d'ailleurs on voit bien dans notre pays, ce qui regroupe l'ensemble des entreprises pharmaceutiques, ça s'appelle le LEM, hein, L2EM, et ce centre de l'ensemble des entreprises de la pharmacie dans notre pays
concentre l'ensemble des patrons de l'industrie pharmaceutique. Il représente une force qu'on n'imagine pas à quel point elle est aujourd'hui le mode de pression le plus important qu'il y a, pas seulement sur un plan, j'allais dire, politique, de lobbying auprès des parlementaires ou de lobbying auprès de l'État, mais aussi auprès des médicaux. Et ça, c'est aussi un des points que l'on souhaite, nous, dans cette notion de pôle public du médicament. Dans la notion de pôle public médicament, il nous semble qu'il faut avoir une stratégie de formation médicale et professionnelle qui soit une stratégie de formation médicale et professionnelle indépendante des entreprises pharmaceutiques. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a eu d'ailleurs, de par d'ailleurs les différents scandales et le fait qu'il y a eu quand même tendance à l'abus énorme dans les périodes passées des entreprises pharmaceutiques via les médicaux, à travers les visiteurs médicaux. Les visiteurs médicaux sont ceux qui ont le plus, j'allais dire, pris sur la gueule de ces dernières décennies, et notamment depuis 4-5 ans. Leur nombre est réduit pratiquement des 3/4, et elle s'est fait sur une base qui ne nous semble pas juste, car que ce n'est pas le concept même du visiteur médical qui pose problème, c'est le fait que ce visiteur médical n'est pas là comme un conseiller, en quelque sorte, quelqu'un qui va aider le médecin à mieux comprendre ou à suivre l'actualité, et donc de participer en quelque sorte à sa formation médicale, mais bien un entrepreneur. Et par exemple, si on prend l'exemple du Mediator, on voit bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire que voilà un médicament qui avait un usage tout à fait clair dans le domaine qui avait été celui de sa mise sur le marché, et puis on s'est aperçu que c'était aussi un coup de fin. Normalement, on n'a pas à le dire, tant qu'il n'y a pas d'études, etc., sauf que les visiteurs médicaux pressés par leur employeur ont fait passer plus ou moins le message que ça pouvait être un coup de fin, et de message en message, de médecin en médecin, sans avoir pour autant plus que ça d'études qui soient des études sérieuses, et donc à part notre comment dire, à cette personne Irène Frachon, qui est d'ailleurs plusieurs fois à la fête de l'UMA dans nos débats, avec qui nous avons d'excellentes relations, et Irène nous disait voilà, si elle n'avait pas pris ce risque, et un risque personnel, hein. Je ne sais pas si vous avez vu le film, notamment, c'est quelqu'un qui a eu un courage fou. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas dans ce milieu de dénoncer les petits copains. Et elle, qui avait ce poste notamment hospitalier et de recherche, a osé braver cet interdit et ce tabou, et donc elle avait de graves menaces sur sa carrière et sa vie tout court. Et la sortie de son bouquin a été un véritable tremblement de terre. Un tremblement de terre qui a montré aussi ces pratiques effectivement de l'usage des visiteurs médicaux et l'usage de toutes les bakchiches, les repas, les machins, enfin toutes ces choses-là qui sont à l'accompagnement d'acheter finalement, sans le dire, mais d'acheter dans les faits les médicaux qui sont les prescripteurs, mais d'une manière générale les prescripteurs. Donc ce pôle public du médicament, c'est une donnée importante pour effectivement moraliser cette logique et de mettre dans un pôle qui soit public cette notion de la formation continue, et y compris de la formation initiale, parce que ce n'est pas qu'un problème de formation continue, c'est aussi la formation initiale. Moi, je sais que quand j'étais dentiste, étudiant à la fac, je voyais bien que les médicaments qu'on me demandait, les produits qu'on me proposait à utiliser, finalement on s'y habitue. Quand on retrouve après dans le cabinet, qu'il soit public ou privé, importe peu, on reprend un peu les mêmes produits, et donc finalement cette formation initiale où on vous inculque finalement des choix qui sont faits
des fois à juste titre, des fois moins à juste titre, mais dans tous les cas de figure, des choix qui vous restent, qui vous collent un petit peu à la peau, et qui après se poursuit avec les visiteurs médicaux. Donc cette idée-là est une idée que nous essayons, nous, de déconstruire. L'autre problématique qui est liée d'ailleurs à ce pôle public que nous souhaitons du médicament, tant dans le domaine de la recherche que du développement et de la production, c'est la notion de brevet. Nous souhaitons la fin des brevets en matière de pharmaceutique. Il nous semble que le brevet est une notion qui est totalement contraire non seulement à l'intérêt de l'objet, c'est-à-dire du médicament et à son usage, mais à l'intérêt des peuples, puisqu'il ne permet pas de mettre tous les peuples à égalité à travers la planète. Et je le disais tout à l'heure, les médicaments aujourd'hui sont des fois pas exploités parce que pas solvables, notamment par les pays africains, voire d'autres pays. Et ça nous semble inadmissible. Or, le produit en question, quel qu'il soit, il est breveté, même s'il n'est pas exploité, il est breveté, et ce brevet fait qu'on ne peut pas avoir usage. Bon, après, il y a aussi les politiques d'État qui sont d'autres problèmes. Mais voilà, donc cette notion de brevet et qui amène au bout du compte à ces logiques de fusion-acquisition que l'on voit ces derniers temps s'intensifier dans le domaine de la pharmacie et de l'industrie pharmaceutique. Les entreprises se vendent et s'achètent à tour de bras. J'avais ici un truc qui, je le retrouve, une entreprise qui a été vendue il y a peu de temps et qui fabrique un produit qui est un produit qui va être mis sur le marché et qui a été racheté par Novartis. Novartis a une petite start-up et cette entreprise, je le retrouverai tout à l'heure, cette entreprise-là, Novartis vient de procéder à une nouvelle acquisition qui annonce une ère nouvelle. Le laboratoire suisse vient d'acquérir les droits mondiaux de Luxturna, le traitement le plus cher au monde. La biotech qui l'a mis au point, Spark, annonce un coût au minimum de 850 000 $ pour une injection. Pour une injection. Mais c'est aussi le premier traitement de thérapie génique à obtenir une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Fédération américaine des médicaments. L'indication est très limitée, elle concerne la dégénérescence héréditaire de la rétine liée à la mutation du gène RPE65. Quelques milliers de patients sont concernés dans le monde. Novartis a fait un chèque de 105 millions de $, c'est-à-dire plus de 84 millions d'euros, pour avoir les droits de commercialisation dans le monde de ce produit, dans le monde et hors des États-Unis, parce que les États-Unis ont voulu se protéger en disant ça c'est chez nous, c'est nous qui pouvons le diffuser, et donc faites pour ailleurs. Donc voilà la logique qui est aujourd'hui celle de l'ensemble des produits qui se font dans le monde. On achète et on vend un produit, on se l'achète et on se le vend. Et c'est le cas du médicament dont je parlais tout à l'heure sur l'hépatite C. Ce médicament qui a été fabriqué par une petite start-up qui le vend pour 11 milliards et le gros trust derrière qu'il a repris en main a décidé d'en faire un produit qui serait vendu différemment parmi ces produits-là qu'il se faisait, c'est-à-dire non plus au coût de production mais au coût, et dans lequel lui il a introduit d'emblée le fait de repayer. Alors pourquoi c'est intéressant ce cas-là? C'est parce que, au bout du compte, finalement, l'entreprise qui l'a vendu après coup, je veux dire une fois qu'elle a acheté le produit, qu'elle l'a revendu pour le commercialiser, n'a jamais eu de frais de recherche, puisque ce n'est pas elle qui a fait la recherche. Elle n'a pas eu les frais de développement, c'est-à-dire de pouvoir effectivement le mettre en fonction et de s'assurer de son bon usage et de son efficacité. Elle n'a eu jusqu'à l'acheter et après de faire du fric en le revendant pour ses actionnaires. C'est cela que nous dénonçons, nous, quand on dit qu'il faut sortir de la logique des brevets. Sortir de cette logique-là nous permettrait d'avoir effectivement une autre démarche. Alors, je le disais, transparence démocratique, je pense qu'il faut que je l'arrête. Tu as bien senti, chose. Transparence démocratique et donc une politique de coopération internationale.
pense que ça, c'est important de rappeler que finalement, les médicaments devraient être classés patrimoine de l'humanité, c'est-à-dire ils ne devraient pas être entre les mains de qui que ce soit, mais même entre les mains de l'ensemble de l'humanité, pas seulement d'un État, quel qu'il soit. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut à la fois un pôle public national, un pôle public européen, et que l'ONU trouve toute sa place pour que finalement et cela permettrait de finir après les rapports de domination des pays riches avec des pays pauvres, des médicaments qui, comme je le disais tout à l'heure, pour les chanceux qui ont effectivement cette maladie rare, mais qui vont trouver là un vrai médicament pour sortir de leurs problèmes, mais à 850 000 $ l'injection, il faut en avoir les moyens, ou il faut trouver éventuellement une sécurité sociale comme la nôtre qui dira peut-être qu'il faut le prendre en charge, et c'est nous collectivement qui allons prendre en charge cette dépense. Mais cela étant, si on n'a pas cette chance-là d'être dans un pays éventuellement qui a ce style de protection sociale, et ben, les autres pays, tu crèves avec et tu t'en relèves pas. Comme ça a failli être le cas dans le cas du sida, il a fallu attendre des années pour que les traitements les traitements sur le sida puissent être développés dans des pays donc comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud ou l'Inde, pour être finalement, ces dernières années, mis plus à disposition de l'ensemble des gens qui en ont le plus besoin. Et le fait est que les gens qui en avaient le plus besoin quantitativement, c'était les pays africains, ceux qui étaient les moins solvables. Donc je crois qu'on a besoin et je crois qu'il faut que nous condamnons la mesure prise par la Commission européenne, qui était en novembre 2014, de rattacher tous les services liés aux médicaments, ainsi que l'Agence européenne du médicament, à la direction entreprise au lieu de la direction santé et consommation. Et ça, c'est aussi une notion qui est tout à fait récente, enfin récente, elle a 3 ans maintenant. C'est-à-dire que le médicament, non seulement au plan européen, est sous la coupe, si je puis dire, de ses brevets et de ses entreprises, mais en plus, au lieu d'être mis sous contrôle d'un secteur qui est le secteur de la santé et des consommateurs, c'est-à-dire finalement quelque part un secteur beaucoup plus attaché à une démarche publique, de santé publique en tout cas, mais à une dimension véritablement d'entreprise, ça veut dire j'achète, je vends, de marché, et en lien donc forcément avec les marchés financiers. Donc voilà, je crois que, pour conclure, le médicament, il fait partie intégrante de l'offre de soins, et il doit être, de ce point de vue-là, traité non plus pas comme un produit quelconque, mais bien comme un élément d'une politique de santé. Et de ce fait, pour nous, être dans une logique qui est à la fois une logique du 100%, il n'y a pas de doute, à condition que ce soit bien un médicament et qu'on ne rembourse pas. Et si on a cela, il ne doit pas être plus à la charge d'une complémentaire par le biais des 10, 15, 20, 30, 50%, 70%, voire 85% qui ne sont pas remboursés, mais bien à la charge seulement de la Sécu. Arrêter cette vente sauvage du médicament par Internet ou dans les officines, et mettre ça entre les mains de nous, population. Et donc voilà, c'est une autre politique, et cette idée de pôle public du médicament, nous souhaitons qu'elle soit largement débattue. Merci. On souhaite qu'elle soit largement débattue. Partigiano
Merci pour l'accueil.